Aujourd'hui, nous allons regarder des cartes du continent africain afin de localiser les conflits nombreux qui touchent plusieurs États et plusieurs régions de ce continent. Donc, essayons de comprendre comment agissent les missions d'interposition, qu'elles viennent des Nations Unies ou surtout qu'elles viennent des armées africaines. Regardez cette carte issue du programme Conflict Data de l'Université d'Uppsala. Les pays que vous voyez sont ceux dans lesquels il y a conflit armé entre deux parties, dont un État. En 2014, ils sont au nombre de 28, et ce chiffre n'a jamais été aussi important depuis 1999. Et avec 12 États concernés, l'Afrique est le continent le plus affecté. Ces conflits sont de diverses natures. Il y a les menaces islamistes, avec l'État islamique en Égypte et en Libye, Ansar el-Sharia en Libye, Al-Qaïda au Maghreb islamique, actif sur une large zone, allant du Mali à la Libye, Boko Haram dans le nord du Nigeria et autour du lac Tchad, les Shebab qui évoluent en Somalie, mais également en Éthiopie. Il y a aussi les menaces de type confessionnel, avec des bandes armées en Centrafrique, ou encore l'armée de résistance du Seigneur, qui opère entre le Sud-Soudan, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, l'Ouganda. Dans la région des Grands Lacs, des groupes armés soutenus par les États voisins. Il y a aussi des guerres civiles, comme au Sud-Soudan. Alors évidemment, tout ça fait beaucoup. C'est pourquoi l'Union africaine, l'organisation qui regroupe tous les pays du continent, sauf le Maroc, qui d'ailleurs a demandé sa réadmission en 2016, l'organisation est bien consciente que ces conflits affectent le potentiel de croissance sur le continent. Elle veut donc renforcer son architecture de sécurité, symbolisée par les casques verts. Elle a donc décidé de constituer une force armée interétatique, la Force africaine en attente. Cette FAA se composera de 5 forces issues des communautés économiques régionales qui fourniront chacune 5000 soldats. La brigade de la communauté de développement de l'Afrique australe, la brigade en attente de l'Afrique orientale, la brigade de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la brigade de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la brigade en attente d'Afrique du Nord. Ces troupes seront déployées dans le cadre d'opérations allant du maintien de la paix aux interventions militaires directes. Alors cette force était prévue pour être opérationnelle en 2010, puis en 2015, mais cette force africaine en attente est toujours en attente. Un retard dû aux nombreuses divergences politiques entre les États africains, comme entre l'Algérie et l'Égypte pour l'Afrique du Nord par exemple. Rappelons que l'Afrique, c'est 54 États, s'étendant sur 30 millions de kilomètres carrés, soit plus que la superficie de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne cumulée. Mais le principal frein reste la question financière, l'Union africaine ne disposant pas des ressources nécessaires pour financer cette force africaine en attente. En 2015, l'Union africaine est financée à 72% par la Banque mondiale, l'Union européenne, les États-Unis ou encore la Chine. Et de plus, certains des principaux donateurs africains, comme la Libye et l'Égypte, traversent de fortes turbulences. En juin 2015, les dirigeants de l'Union africaine se sont engagés à assumer 25% des coûts de leur mission de paix et de sécurité, mais cela va être difficile. Alors pour cela, l'Union africaine a prévu de mettre en place différentes taxes, 2 $ sur chaque nuit d'hôtel, 10 $ sur les billets d'avion pour les vols en partance ou à destination de l'Afrique, ou encore un demi-cent de dollar par SMS échangé sur le continent. L'ensemble de ces taxes pourrait rapporter plus de 2,3 milliards de dollars par an, sauf que certains États s'y opposent déjà. Alors un autre projet a vu le jour, c'est la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Cette force fonctionnerait sur du volontariat, elle serait constituée d'un groupement tactique de 1500 hommes, déployables en 10 jours. 12 pays sont déjà volontaires, reste à savoir si cette nouvelle initiative dépassera le stade du projet. Il existe quand même des missions où l'Afrique répond elle-même à ses enjeux de sécurité. En Somalie, la MISOM, la mission de l'Union africaine, existe depuis 2007. Elle a pour but de stabiliser le pays et de favoriser le dialogue politique. Elle compte plus de 22 000 soldats,
l'Ouganda en fournit 6223, le Burundi 5432, puis viennent l'Éthiopie, le Kenya, le Djibouti, et la mission est réussie puisque les troupes africaines ont ramené un espoir de paix. Mais les pertes sont très élevées, plus de 3000 hommes ont été tués, rien qu'entre 2007 et 2013. Et la mission de toute façon reste limitée, faute de moyens. Son financement dépend toujours de partenaires extérieurs. Or, l'Union européenne a récemment décidé de diminuer de 20% ses dotations. D'autre part, les troupes ne disposent pas d'hélicoptères ou de navires pour surveiller un territoire grand comme la France. En somme, l'Afrique reste dépendante de la communauté internationale et en particulier de son principal outil de maintien de la paix dans le monde, les casques bleus des Nations Unies. En 2016, sur les 16 opérations de maintien de la paix de l'ONU en cours, 9 sont en Afrique. La plus importante, en termes de troupes et de budget, c'est la MONUSCO, en République démocratique du Congo, avec plus de 20 000 militaires et policiers, et un budget annuel de 1,4 milliard de dollars. La plus récente, c'est la MINUSCA, en République centrafricaine, déployée en 2014. Depuis 1945, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé une trentaine de missions de maintien de la paix en Afrique. Les 5 membres permanents s'y opposent rarement, l'Afrique ne faisant sans doute pas partie de leurs intérêts vitaux. Sur les 124 000 civils et militaires déployés dans le monde par les Nations Unies, plus de 100 000 le sont, rien qu'en Afrique, soit 85% des forces de maintien de la paix qui sont sur le continent. Alors qui finance ces opérations ? Il s'agit d'un calcul complexe qui inclut le poids économique des pays membres, la dette extérieure et les revenus par habitant. Pour la période 2015-2016, les États-Unis sont le premier contributeur et prennent à leur charge plus d'un quart du budget du maintien de la paix. Viennent ensuite le Japon, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, l'Italie, la Russie, le Canada, l'Espagne. L'Afrique paye donc peu du fait de sa pauvreté, mais elle contribue en troupes. En quelque sorte, elle paye le prix du sang. Les 10 premiers contributeurs pour la période 2015-16 sont l'Éthiopie, avec 8300 militaires, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Rwanda, le Népal, le Sénégal, la Chine, le Burkina Faso, le Ghana et le Nigeria. Ce sont donc des pays en développement, mais tout de même, il faut dire que l'ONU paie aux États contributeurs la somme de 1 330 $ par mois pour chaque soldat. Cela signifie que le maintien de la paix peut s'avérer lucratif pour certains États. Il permet également à des pays relativement pauvres de former leurs troupes et sans oublier le prestige du casque bleu. Nous l'avons vu, 85% des forces de maintien de la paix sont déployées en Afrique et pourtant en 2016, seuls 51% des casques bleus sont africains eux-mêmes. Mais en 2011, ils étaient 38%. Eh bien, cela montre qu'il y a volonté de la part du continent africain d'être acteur de la sécurité de son propre continent. Les soldats africains, de fait, ont l'avantage de connaître la culture, la ou les langues utilisées sur place. Ils peuvent se déployer plus rapidement de par leur proximité géographique. Reste que sur le terrain, l'utilisation de la force demeure toujours difficile. Allons voir un exemple sur place en République démocratique du Congo, où opère la MONUSCO. On voit ici les principaux pourvoyeurs de casques bleus, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, mais aussi l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. La MONUSCO a pour mission de protéger les civils de quelques 40 groupes armés qui sévissent à l'est du pays. En novembre 2012, un des groupes armés, le mouvement rebelle M23, s'empare de la capitale régionale, Goma. C'est un échec pour le gouvernement congolais, mais aussi pour la MONUSCO. Les Nations Unies décident alors de créer une brigade d'intervention. Elle est composée de 3000 militaires, essentiellement sud-africains, tanzaniens, malawites, et elle a pour la première fois le droit de neutraliser des groupes rebelles grâce à ses hélicoptères de combat et ses drones. Et la mission est remplie en octobre 2013 avec la reddition du M23. Mais depuis, cette brigade reste souvent à terre, les autres groupes armés étant plus difficiles à déloger car ils se cachent parmi la population locale. Et surtout, il manque une volonté politique claire, tant au niveau du gouvernement de Kinshasa qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à l'insécurité
dans la région des Grands Lacs. Alors les solutions africaines aux problèmes africains ne sont donc pas faciles à trouver. La FA, Force africaine en attente, est toujours en attente, faute de moyens, mais surtout par manque de volonté politique et de capacité au compromis. Les ambitions régionales de l'Éthiopie en Somalie ou de l'Ouganda en République démocratique du Congo empêchent tout simplement le rétablissement de la paix dans ces deux pays. Le moindre consensus est déjà long et compliqué pour une Union européenne à 28 membres, eh bien ce ne peut l'être encore que davantage avec 54 États sur le continent africain. Sauf qu'aucune institution ni aucun État ne peut à lui seul relever tous les défis que forment la fin d'une guerre, le rétablissement de la sécurité, le reclassement des armes et des hommes. Des partenariats sont indispensables et aujourd'hui, seules l'ONU et l'OTAN possèdent les moyens, le savoir-faire, l'intégralité des instruments pour donner une réponse globale, coordonnée et cohérente à des conflits qui sont très complexes. Mais en même temps, les organisations régionales, donc africaines, ont une valeur ajoutée de par leur proximité géographique, leur rapidité, leur ancrage et leur légitimité locale. Donc les retours d'expérience indiquent qu'il faut, dans un premier temps, les missions de paix de l'Union africaine, puis un passage progressif sous la direction de l'ONU dans les 6 mois après leur déploiement. Car certains